Bonjour, bienvenue à tous. Pour ce nouvel épisode, nous recevons aujourd'hui Leïla Delarive. Bonjour Leïla. Bonjour Tariq. Tu es donc avocate et serial entrepreneuse. Tu es à la tête d'Amplify, qui est ton entreprise, et également fondatrice et présidente de Empowerment Foundation, qui est une fondation qui a pour ambition de promouvoir les initiatives liées au développement de l'esprit critique et au savoir. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ces diverses entreprises? Oui Tariq, alors je vais avoir 43 ans, donc peut-être dire que j'ai déjà 43 ans. J'ai effectivement commencé ma carrière en tant qu'avocate au barreau, où j'ai pratiqué pendant 14 ans, plaidé devant les tribunaux, les instances de ce pays. Et puis, comme je suis une férue de justice et plutôt une advocate, comme on dit, vraiment une défenseuse qu'une avocate, je suis partie dans le monde des médias avec cette vision très très claire de me dire le pouvoir des médias doit aussi permettre de contribuer d'une certaine façon à l'émergence de la justice et à façonner cette justice. Donc, je suis partie dans le domaine de la télévision et c'est là où j'ai appris un peu à mes dépens le fonctionnement de la publicité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, encore plus fort que le média, c'était vraiment ce pouvoir de la distribution qui est en fait d'atteindre chaque utilisateur, chaque consommateur. Et c'est là où je me suis dit, dans le fond, on peut utiliser le pouvoir de la publicité pour faire du bien. Et de là est née mon entreprise actuelle qui s'appelle Amplify. Concernant l'Empowerment Foundation, tu avais pu inviter Yuval Noah Harari, qui est historien à succès avec ses différents ouvrages, notamment Sapiens et Homo Deus. Il y a eu également la pièce de théâtre concernant un peu le procès de cette intelligence artificielle. Donc, il y a pléthore, je dirais, d'événements très intéressants. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, l'Empowerment Foundation, c'est vraiment mon action citoyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est vraiment dirigé par la technologie et c'est une technologie qui nous échappe. Enfin, en tout cas, lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on est dans son quotidien, ben, on utilise son téléphone, on utilise différentes applications dans son quotidien sans réellement réaliser les enjeux sous-jacents à ces technologies, en fait. Et donc, il faut garder son esprit critique. Comme tu l'as dit, Tariq, en début d'intro, c'est vraiment garder son esprit critique face à l'utilisation et à l'émergence de ces nouvelles technologies. Et en fait, c'est un discours qui est assez compliqué parce que, je veux dire, si on n'est pas ingénieur, si on n'est pas un geek, si on n'est pas un féru de tech, c'est des concepts abstraits qui ne nous parlent pas. Et donc, il nous a semblé, avec la Fondation, c'est vraiment de pouvoir parler un langage qui parle à tout le monde et quoi de plus évident que le langage du divertissement. Le divertissement, ça permet de faire passer un message, de faire tomber la barrière de la peur, hein, parce qu'on est parfois un peu sur la retenue, on est un peu peur de ces outils ou de ces nouvelles technologies. Souvent on dit mais moi je suis pas du tout dans le digital, ça m'intéresse pas, etc. Et dans le fond on se rend compte par les pièces de théâtre ou en échangeant avec d'illustres experts que non, c'est l'affaire de toutes et tous et qu'aujourd'hui c'est maintenant que ça se joue. On est en train d'écrire une nouvelle partie de l'histoire de l'humanité et moi je milite pour que un maximum de gens soient inclus dans l'écriture de ce nouveau chapitre. Alors justement, concernant cet engagement que tu as et cette vision très, très intéressante et très particulière, euh, est-ce que tu pourrais revenir sur la crise un peu du Covid-19 qu'on a pu traverser? Pour moi, bon, cette crise sanitaire, elle était prévisible, pas prévisible. Il y a toutes des théories autour de ça. Peu importe. Elle marque pour moi vraiment, en condensé, on a vécu pendant 1 mois et demi, 2 mois, ce qu'on va vivre dans les années à venir, non pas en termes sanitaires, mais dans l'évolution vers laquelle se dirige notre monde. C'est-à-dire qu'on s'est vu que tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est complètement bloqué chez soi, si on n'a pas un modèle d'affaires qui soit adapté au monde dans lequel on vit aujourd'hui, ben, tout peut s'arrêter. Et donc, on a vécu de manière très condensée ce qui
est probablement un des effets de cette disruption technologique en cours, de cette démocratisation de la technologie. C'est-à-dire que si on ne s'adapte pas, il y a beaucoup d'entreprises qui vont devoir faire de très gros efforts pour survivre. Et donc, moi, c'est ce que je vois en fait dans cette crise, c'est que ça nous a donné un avant-goût des 10 prochaines années en termes, je dirais, économiques et de transition vers de nouveaux modèles d'affaires ou de nouveaux modèles économiques. Alors, dans ce sens, tu penses que il va y avoir une accélération de l'adoption de la technologie et puis de l'intégration de ces technologies dans notre quotidien, ou du moins, quand je dis quotidien, vraiment d'un point de vue économique. Ben, disons que l'adoption d'une nouvelle technologie dépend d'une part de son accessibilité en termes de coût, du fait, ça c'est, je pense, c'est le critère principal, c'est que monsieur et madame tout le monde puisse avoir accès à ça. Prenons vraiment l'exemple du téléphone mobile. Les premiers appareils téléphoniques qui sont sortis sur le marché, personne ne pouvait se les payer parce que ça coûtait une fortune. Et puis, avec le temps, c'est devenu de plus en plus accessible. Maintenant, on nous les offre. Je dirais qu'un abonnement de téléphonie mobile. Idem pour la visioconférence. On a vu moi, je me souviens, quand je pratiquais comme avocate, on avait toujours des débats sur est-ce qu'on doit installer un système de visioconférence dans le cabinet d'avocats parce que ça coûtait des dizaines de milliers de francs. Et c'était inaccessible. Aujourd'hui, avec Zoom, c'est aussi simple que d'appuyer sur un bouton. Et puis, donc c'est vraiment ce côté, OK, il y a le côté démocratisation et ensuite adoption de la technologie par le plus grand nombre. Alors, l'émergence de ces nouvelles, enfin l'apparition de ces nouvelles technologies, et pour moi c'est la suite de la transition numérique, l'intelligence artificielle va faire que beaucoup de choses vont aller encore plus vite et que la machine va pouvoir se substituer à beaucoup de nos décisions, enfin venir nous appuyer. Moi je le vois vraiment comme une aide pour nous appuyer, pour prendre des décisions rapidement, différemment. Donc, si on arrive à démocratiser, parce qu'on n'en est pas encore là, même ça fait des années, c'est un peu le mot à la mode, l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas encore totalement au point. Et puis, ça va nécessiter encore quelques années. Mais d'ici quelques années, autant mettre en place les structures nécessaires, assainir à l'interne, si on est déjà une grosse société ou une petite et moyenne entreprise, les bases nécessaires pour être prêt pour l'étape d'après. Donc, de dire on doit aller faire le pas vers la digitalisation, c'est déjà en cours, c'est fini. Je veux dire, ça a commencé, maintenant on ne parle plus de digitalisation, c'est qu'est-ce qui vient après. Et qu'est-ce qui vient après? Il y a une multitude d'opportunités à saisir liées justement à ce côté démocratisation de la technologie. Alors, c'est assez intéressant puisqu'on a une démocratisation d'éléments dont on ne parlait pas forcément il y a plusieurs décennies en arrière, soit parce que ça n'existait pas, soit parce que c'était encore un peu dans les cartons. L'intelligence artificielle, ça remonte, je dirais, au milieu peut-être des années 50 ou un peu plus. Finalement, ça revient en force aujourd'hui. On a aussi la robotisation dans les usines, ce genre de choses qui revient en force. La livraison, par exemple. Et toutes ces technologies, finalement, sont un peu au centre du débat. C'est finalement quelle place pour l'homme et quelle expression pour l'homme demain. Donc, il y a une accélération, mais de l'autre côté, il y a énormément de questions aussi. Quel est ton avis sur cette interaction entre technologie et en même temps profond sens de l'humanité, de ce que l'humanité veut faire, en tout cas vers où elle veut s'orienter? Moi, vraiment, je plaide, je milite pour une technologie consciente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste appliquer, c'est-à-dire, l'intelligence artificielle, ce sont des robots tueurs. Enfin, les robots tueurs, il y a quelqu'un qui les a créés. Ils ne sont pas nés d'eux-mêmes. Il n'y a pas, je crois très peu dans l'accident technologique en disant, tiens, le machine learning va tout d'un coup déboucher sur une intelligence supérieure à l'être humain. Cette fameuse question de la singularité. Moi, je pense que nous restons maîtresses et maîtres de notre destin face aussi à ces questions technologiques. Le problème, c'est qu'en fait, qui détient aujourd'hui le pouvoir, ce sont ceux qui sont derrière le développement de ces technologies. Ce n'est même pas les laboratoires, ce n'est même pas les professeurs d'université, etc. Parce que le gros problème, c'est que du concept qui a été développé en laboratoire dans les universités, la recherche, tout d'un coup, il y a les investisseurs qui entrent en ligne de compte et qui vont commencer à exiger, par rapport à cette technologie qui se développe,
un certain nombre de critères face à du rendement, face à tel ou tel intérêt potentiel au niveau de l'économie. Et c'est ça, dans le fond, le problème, parce que c'est pas tout d'un coup un professeur fou qui va décider de créer une machine qui va venir tous nous anéantir. C'est ceux qui mettent beaucoup d'argent derrière, les fonds de capitaux, etc., qui, eux, devraient avoir une approche éthique. Et ensuite, nous, les consommateurs, on est en tout bout de la chaîne, mais on a le pouvoir, et je pense qu'on a le plus grand pouvoir en tant que consommatrice et consommateur, de décider de ne pas utiliser une technologie qui serait offerte. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que moi, j'interviens sur le dernier maillon, c'est de dire, soyez conscients que ce pouvoir-là, eh bien, il est en vos mains. Et donc, comprenez avant de rejeter ou avant d'adopter sans discernement le potentiel positif et négatif de tout développement technologique. Mais justement, sur ce dernier point qui est très intéressant, euh, on a quand même eu l'Internet gratuit avec aussi beaucoup d'entreprises qui sont venues un peu de cet Internet-là en disant, mais finalement, nous, on va casser les lignes, on va réouvrir le monde, on va redonner la possibilité aux différents acteurs ou aux différentes personnes hein, d'être finalement, d'agir dans leur vie, d'avoir cette capacité de pouvoir redistribuer les cartes, et c'est ce qui s'est passé. Mais de l'autre côté, il y a eu ces mêmes acteurs, finalement, sont devenus un peu les acteurs d'hier qui, eux, étaient dans un monopole ou ce genre de choses. On prend l'exemple hein, de Google ou de Facebook sur lesquels on a beaucoup de divergences, du mal à légiférer en termes de quelle utilité, où est-ce qu'on va circonscrire leur champ d'action, etc. Et finalement, aujourd'hui, on a été habitué à du gratuit avec une utilisation massive avec nos téléphones ou autres. Et aujourd'hui, on revient justement sur cette notion de conscience. Et je pense qu'elle est assez globale, conscience au niveau écologique, conscience au niveau sanitaire, conscience au niveau des enjeux qui sont de plus en plus complexes. Quel est ton avis sur la question? Mais c'est l'expression même de la nécessité de collaborer tous ensemble pour créer en fait des nouveaux modèles beaucoup plus inclusifs et beaucoup plus respectueux de l'individu. Google et Facebook, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris bien avant tout le monde le potentiel énorme des données et du fait d'accumuler le big data qui leur donne aujourd'hui l'avance sur la création en fait d'intelligence artificielle, d'intégrer de l'intelligence artificielle dans leur modèle. Donc, ils ont été beaucoup plus clairvoyants à l'avance sur ce qui allait arriver. Et ils ont réussi à façonner le monde d'aujourd'hui par cette vision-là. Maintenant, effectivement, c'est gratuit. C'est nous qui, effectivement, payons le prix de notre vie privée. Mais en même temps, on peut tourner ça positivement en disant, tu vois, si on n'avait pas les réseaux sociaux, est-ce qu'on aurait pu continuer à communiquer tous ensemble pendant cette période de crise? Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, on serait en train d'avoir cette discussion, cette conversation? Donc ça, moi, je vois les effets plutôt vertueux. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est en main de ces quelques méga puissances qui sont même plus puissantes que l'État aujourd'hui, et qui sont capables de se substituer aux obligations de l'État par rapport à, même par rapport, je sais pas moi, à donner des alertes sécurité. L'information circule beaucoup plus vite sur les réseaux que lorsque c'est l'Office fédéral de la santé publique ou bien tel ou tel organisme qui va diffuser une information. Maintenant, je pense qu'il faut repenser ces systèmes d'un point de vue économique. Parce qu'on a des modèles purement capitalistes où les actionnaires derrière viennent et attendent des résultats. Encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit forcément Zuckerberg, qu'on érige toujours comme le diable, qui soit responsable. Ce sont ceux qui, de nouveau, investissent derrière, qui ont peut-être leur mot à dire et puis attendent un retour plus éthique sur leur investissement. Moi, je crois très fort dans les modèles collaboratif, une économie collaborative. Et c'est pour ça que je vois énormément de potentiel dans le système blockchain en tant que décentralisation où on peut, entre pairs, vraiment commercer, faire des transactions qui, du coup, il y a une redistribution beaucoup plus équitable
des bénéfices entre les uns et les autres et de nouveau une prise de pouvoir sur ses propres données, ses propres assets que l'on peut ensuite décider de partager à sa guise. Donc ça, c'est, par exemple, moi je pense encore que c'est trop tôt. Ça, on va y arriver dans quelques années, mais la promesse du blockchain, on n'y est pas encore de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut être prêt, il faut anticiper et puis être là à saisir les opportunités qui vont se présenter dès que le marché sera prêt. On est aux prémices et je pense que c'est les balbutiements de nombreuses technologies et je pense on est encore au tout début. Même si on a l'impression d'être très avancé, finalement, on a l'émergence de nouveaux relais de croissance plus que de croissance. Et il y a justement cet investissement massif sur parfois plusieurs décennies qui font émerger justement et ces nouvelles croyances qui deviennent des business à part entière. L'intelligence artificielle c'en est une et le machine learning ou la blockchain. Justement, tu parles de modèles, enfin, à la fois de collectif, d'avoir cette capacité de pouvoir communiquer, de se parler. On a vu les États qui ont eu énormément de mal justement à pouvoir se coordonner. Il n'y a pas eu vraiment de multilatéralisme. On a eu les États-Unis d'un côté, l'Europe était fragmentée. Finalement, on a eu un monde un peu tous azimuts et puis et un peu dans le chaos. Tu penses que l'impulsion va venir de quoi? Des États, des citoyens, des deux? On a, pour moi, la digitalisation a également entraîné une certaine prise de pouvoir par le citoyen. D'un État purement vertical, avec une hiérarchie purement verticale, on voit une translation du pouvoir qui va vers en fait, qui se disperse. C'est comme ça que j'explique, par exemple, la crise des Gilets jaunes, enfin, toutes les crises que l'on a connues à Hong Kong, etc., à travers le monde, où l'individu décide de dire, mais j'ai une voix, j'aimerais qu'on m'entende. Et grâce aux outils digitaux, je peux l'exprimer, je peux tout d'un coup convoquer une réunion, enfin, une manifestation à tel ou tel endroit, etc. Donc, on est vraiment dans cette phase de transition vers de nouveaux modèles. Qui va donner l'impulsion? Je peine à croire qu'elle vienne du législateur et de l'État, parce que ce sont des systèmes qui sont tellement ancrés et qui sont tellement figés que la disruption ne va pas venir d'en haut, en fait. Et par contre, la disruption ne pourra venir d'en bas que lorsque l'on aura des mouvements organisés, réfléchis, qui peuvent contribuer dans la paix, dans l'expression démocratique, à l'émergence d'un nouveau système. Mais quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est vraiment de pouvoir laisser une latitude. Moi, si j'étais un État, je laisserais une latitude, un endroit de libre expression pour recueillir l'avis des citoyens. L'agora, en fait, dans le fond, comme on la connaissait sous l'Antiquité, une sorte d'agora digitale où on peut venir s'exprimer, exprimer son opinion et que ce soit réellement pris en compte, que ce ne soit pas juste donner l'impression de oui, on a tenu compte de ce que vous avez dit, merci d'avoir rempli ce sondage, et puis que chacun fait ce qu'il veut. Je pense que malgré tout, en Suisse, on est très bien loti parce qu'on a un Parlement qui est fait de monsieur et madame tout le monde, qu'on peut réellement contribuer à l'expression de la chose publique. Mais malgré tout, le législateur reste quand même encore en retard par les mécanismes d'adoption de la loi qui sont tellement archaïques, en retard par rapport à cette évolution technologique et le fait de pouvoir inclure un maximum de gens à ces discussions. Et si aujourd'hui on veut éviter que les grandes plateformes capitalistiques deviennent encore plus riches et qu'il y ait encore des plus pauvres en bas de l'échelle par une économie à la type Uber et autres, où on permet quand même à des gens de travailler sans leur donner un minimum de sécurité sociale, eh bien, il faut qu'on arrive ensemble à réfléchir à une technologie qui permette d'inclure un maximum de gens. Et moi, encore une fois, je suis assez libérale dans la manière de voir les choses et je pense que c'est à l'individu aussi de prendre conscience du potentiel qu'il a et donc par de l'entrepreneuriat, etc., de développer des modèles où
en retour, on peut intégrer un maximum en fait de partenaires et que ce soit pas que le profit à tout prix. Donc, je pense qu'on va vers l'émergence de nouveaux modèles économiques, enfin, j'espère, beaucoup plus inclusifs que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Alors, pour toi, quels sont les enjeux de demain, les plus gros enjeux de demain? L'enjeu majeur aujourd'hui, ça reste vraiment l'éducation. On a vu aujourd'hui avec cette crise Covid, comme je le disais, qui était un mini aperçu de ce qui va arriver si on ne prend pas les choses en main, que l'éducation, notamment publique, a eu quand même beaucoup de peine à tout d'un coup mettre en place un suivi, faire en sorte que les enfants, ceux qui avaient les parents qui pouvaient leur expliquer, ne soient pas avantagés par rapport aux autres qui étaient peut-être un peu à la traîne. On a vu que l'école à la maison n'était pas forcément en place. Je pense que l'éducation, c'est l'enjeu majeur parce qu'on doit préparer ces futures citoyennes et citoyens au monde de demain. Et je pense que ça, c'est hyper important de repenser tout ça. Et l'éducation, enfin, c'est pas que les petits, parce qu'après, ça va jusqu'à aujourd'hui. Nous tous, on est aussi, on doit continuer à apprendre, à s'éduquer pour pouvoir continuer à avancer dans ce monde qui va de plus en plus vite. Donc, la vitesse à laquelle ça évolue, on doit faire en sorte que chaque acteur qui est confronté à cette vitesse-là ne se sente pas délaissé. Et je pense que si on commence avec les enfants en leur expliquant bien les tenants aboutissants, ils vont complètement intégrer tout ça. Une grosse question aussi, c'est par exemple les seniors. Aujourd'hui, les seniors qui sont complètement largués par rapport à tout ce qui se passe. Et donc, on ne doit pas créer une xème seconde classe de citoyens qui sont complètement en fait, laissés pour compte. La comparaison entre le temps du législateur et puis le temps du citoyen est quand même très différente dans le sens où on a eu l'impact des technologies sur les citoyens de manière extrêmement rapide. Et finalement, il a fallu plusieurs années derrière pour qu'il y ait une prise de conscience et une action en fait, de la part du législateur. On prend le cas d'Uber, par exemple, ou de beaucoup de startups qui finalement sont arrivées en force très rapidement. Ils ont réussi à se démocratiser. Et puis finalement, après coup, on le voit aussi avec Facebook, des 10 ans après, on commence à avoir des discussions avec le Sénat, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Concernant l'instruction et l'éducation, on est à peu près dans ce même registre-là, que ce soit pour les plus petits ou que ce soit pour les seniors. Il y a cette technologie qui va extrêmement vite, qui change aussi. On a vu la prolifération des différentes plateformes. Je veux dire, en un temps record, on a vu Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, puis Twitter et autres. Et je pense qu'on n'est pas, on n'est pas encore à l'abri d'en voir d'autres. Mais finalement, comment réussir à concilier cette compréhension du monde, ou du moins cette éducation, avec un temps extrêmement rapide, qui est le temps de l'innovation et de la disruption? Tous ces modèles économiques qui ont vraiment façonné notre monde, hein, tu dis Uber, Airbnb, les réseaux sociaux, etc., qui ont complètement façonné la manière dont on vit aujourd'hui. Encore une fois, c'est, comme j'ai dit, des précurseurs qui ont compris là où il y a un loophole, en fait, et qui ont pu initier une sorte de disruption par rapport au modèle existant. Donc, c'est toujours le problème de la transformation, c'est qu'elle ne va jamais venir du cœur, du corps comme ça, extrêmement lourd, figé, de grandes organisations, qu'elles soient étatiques ou privées. Elles vont toujours venir en fait d'un outsider qui va venir initier en allant très vite, en étant très agile, très rapide, et qui va pouvoir initier ce changement-là. Donc, comment ensuite, c'est pour ça qu'il faudrait valoriser les modèles qui veulent initier un changement positif et pas uniquement dans une pure optique capitalistique, et que de ces outsiders, je dirais, positifs, avec des modèles inclusifs, que l'on puisse rallier ensuite la collectivité. Mais pour ça, encore une fois, il faut qu'au sein même des organes étatiques qui sont à même de répondre, on ait déjà une task force orientée future. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la réaction que dans l'action.
parce qu'on voit les vagues arriver. Et il faut réussir à inverser ça en mettant, moi je sais pas, une sorte de task force avec des jeunes comme toi, des tout jeunes qui peuvent vraiment, qui comprennent que c'est de compréhension et qui peuvent venir proposer, participer au débat, etc. Donc ça, je pense que c'est une chose. Mais il est évident qu'aujourd'hui, le changement ne viendra pas de l'État, il va venir des modèles économiques qui naissent les uns après les autres et qu'on doit réellement faire en sorte que ces modèles économiques digitaux soient inclusifs. Qu'ils tiennent. Le digital n'a pas tenu sa promesse. Dans le fond, c'est ça. Le digital qui dit on va simplifier, on va permettre de connecter tout le monde entier, etc. Aujourd'hui, on voit bien que c'est à la course à qui va le plus rapidement couvrir les pays émergents en termes d'Internet, etc., pour choper leurs données, pour aller leur vendre encore plus de trucs. Donc ça, il faut que ça cesse. Et puis que ce soit des modèles beaucoup plus vertueux qui puissent émerger. Et pour ça, c'est travailler main dans la main avec des investisseurs qui sont prêts à investir dans d'autres modèles qui ont du rendement différent et du rendement qui soit satisfaisant pour tout le monde. Parce que dans le fond, c'est ça, à un moment donné, c'est que, ok, je peux faire méga jackpot en investissant sur telle ou telle plateforme ou tel modèle, enfin telle société, mais dans le fond, de quoi est-ce que moi, je peux me satisfaire? Et c'est ça où je te dis, cette notion de conscience qui doit être au centre de nos décisions, tant financières que tant dans ce qu'on développe. Et donc, je pense qu'effectivement, cette vitesse à laquelle ça évolue, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un mythe, ça va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite parce que les processeurs vont de plus en plus vite, parce que en couplé avec la démocratisation, l'accès à ces technologies, ça va aller hyper vite. Donc, il faut, je pense aujourd'hui, la qualité première qu'il faut développer, c'est, bon, alors bien évidemment, pour moi, l'esprit critique, c'est numéro un. Et l'esprit critique n'est pas enseigné aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'esprit critique n'est pas enseigné. On apprend à nos enfants à bien réciter leurs poèmes, l'histoire du monde, etc., à apprendre des langues, mais on leur donne pas assez la possibilité de réfléchir. Et même lorsqu'on va à l'université, moi qui ai fait du droit, ça a été beaucoup de textes à apprendre, beaucoup enfin, voilà, ça a été beaucoup d'apprentissage plutôt par cœur. Et puis, le jour où j'ai réellement commencé à réfléchir, c'est lorsque j'ai commencé à écrire ma thèse de doctorat, parce que là, il n'y a plus personne et que je devais proposer des solutions par rapport à la thématique que je traitais. Et c'est là où je me dis, tu vois, donc l'esprit critique, c'est essentiel, je reviens à l'éducation, c'est essentiel de donner ce goût du questionnement à l'enfant et pas de le brimer lorsqu'il vient poser des questions lorsqu'il est petit et que ça reste. Donc, curiosité, c'est hyper important de garder son côté curieux et d'aller toujours investiguer. Moi je veux dire, je ne prends jamais pour content ce qu'on me dit, même quelle que soit la source, même fiable, je vais toujours aller chercher à questionner et puis à vraiment acquérir ma propre conviction. Je ne dis pas qu'elle est juste, mais au moins je suis convaincue de quelque chose lorsque je décide que telle ou telle solution doit s'appliquer. Déjà, être super curieux. Et ça, encore une fois, je veux dire, le système impose de mettre un peu sa curiosité en berne, parce que c'est pas bien de poser des questions, parce que tu es impertinent quand tu poses des questions. Donc ça, il faut le favoriser. Ensuite, par rapport à accepter en fait de toujours se remettre en question. Parce que lorsqu'on est figé et qu'on se dit non, moi je veux pas, maintenant ma société, j'ai réussi à atteindre un certain niveau de confort, ou moi en tant qu'employé, j'ai un certain niveau de confort dans telle ou telle boîte, si on n'accepte pas de se remettre en question et si on n'accepte pas d'être agile, parce que l'agilité c'est vraiment une des qualités que l'on doit avoir dans les années à venir, c'est clair que ça va être beaucoup plus difficile de s'adapter. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. On est dans un mouvement, on est dans une transition. Et moi, ce que je dis, c'est que dans cette transition-là, prenons le meilleur parti. Ne subissons pas, devenons actrices et acteurs de notre destin. Et ça, on en a les moyens technologiques, intellectuels. L'éducation, c'est quand même énormément démocratisé. Aujourd'hui, on peut aller à l'université, quel que soit le milieu, en tout cas en Suisse,
duquel on est issu. Ça, c'est génial. Je veux dire, c'est pas. Et puis bon, il n'y a pas que l'université, hein. On peut faire autrement, on peut faire un apprentissage, on peut apprendre différemment. Moi, j'ai appris à faire des affaires pas à l'école ou à l'uni, j'ai appris en essayant, en me plantant, en recommençant, en testant, en essayant de comprendre. Et voilà. Donc, je pense que c'est formidable. En fait, le message est super positif. C'est-à-dire que dans ce chaos généralisé, si on prend le côté positif, on s'organise pour peut-être créer des nouveaux modèles, pour penser différemment, pour penser en dehors du système, mais avec ce côté de conscience. Pour moi, c'est hyper important. Un être humain, en fait, évoluer. Moi, je pense qu'on va vers une nouvelle phase d'évolution de l'être humain par rapport à l'histoire de l'humanité. Et quand tu disais que j'ai invité Yuval Noah Harari, je ne l'ai pas invité parce que c'est l'historien à la mode et puis que tout le monde se l'arrache. C'est que réellement, par la lecture notamment de Homo sapiens, le premier volume, quand tu vois en fait l'évolution, tu vois de l'être humain à travers les siècles, tu comprends plein de choses qui font qui vont pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a des prédateurs qu'on détruit? On a toujours détruit partout où on est allé, on a détruit les animaux, les forêts, etc. C'est pratiquement inscrit dans nos gènes. Et moi, je me dis, si on arrive à se mettre un tout petit peu en question, à aller vers un degré de conscience plus évolué sans qu'on nous mette un chip, tu vois, parce que on parle aujourd'hui, c'est est-ce qu'on se met un chip dans le cerveau pour être plus intelligent et plus réfléchi, ou est-ce qu'on y arrive? Moi, je pense qu'on peut y arriver individuellement parce qu'on est encore au tout début de nos capacités cognitives et qu'on n'a pas besoin de 1001 électrodes pour devenir plus intelligent. Donc voilà, enfin moi, en fait, je suis très en paix avec le monde dans lequel on vit et comment ça va évoluer. Les histoires de pandémie, bon, en fait, j'aimerais qu'on arrête de nous faire peur. On dit maintenant, à partir de maintenant, qu'on vit dans un monde où on ne peut plus respirer, où on va nécessairement avoir de nouveau des milliers de crises sanitaires, etc. Et puis, comme si on était incapable d'apprendre quoi que ce soit et d'évoluer. Il ne faut pas oublier que la première capacité de l'humain, c'est réellement son adaptabilité au monde extérieur, y compris au monde qui était hostile, à des moments très hostiles dans l'histoire de l'humanité. Et donc, si on prend conscience de ça, je pense qu'on peut évoluer assez sereinement dans les années à venir. Une qualité absolue que l'on doit garder, c'est de rester humble. Je crois que l'être humain a oublié d'être humble en pensant, tu vois, en bombant le torse, en se disant qu'on va vivre une vie éternelle, qu'on va pouvoir faire des interventions sur nos gènes pour être, comme je t'ai dit, plus intelligent, plus ci, plus ça, on détruit les habitats naturels, qu'on exploite les autres. On a perdu cette humilité. Et je pense que si on reste humble face à qui on est et qui on est comme micro-bactéries face à l'univers dans lequel on vit, ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition et de faire des belles choses, de belles réalisations, mais tout en restant, c'est une sorte de dichotomie, c'est-à-dire que l'ambition n'empêche pas l'humilité. Et en fait, on devrait se permettre aujourd'hui de réinventer toutes ces notions dont on a hérité. Tu n'es pas obligé, tu vois, l'héritage, il est lourd. À un moment donné, il faut que la conscience collective décide d'aller vers peut-être faire le deuil de cet héritage pour aller vers quelque chose de plus résilient, de plus nouveau, de plus, comme je disais, de plus inclusif. Donc, rester humble, être agile, l'humilité, quand je disais se remettre en question, c'est vraiment en fait le pendant de l'humilité, la curiosité, et puis, et puis avoir confiance en ses capacités individuelles à contribuer à faire de ce monde un monde meilleur, en fait.